on gagne tous à avoir une équipe puissante et à essayer de les rendre puissantes, donc les aider à trouver des solutions par eux-mêmes, les mettre en place par eux-mêmes. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui donne la parole aux femmes dans les codir et les comex. Merci infiniment, Lucie Crouzet, d'être parmi nous. Tu es la directrice de la marque Habitat et la directrice du développement et board member du groupe venteunique.com, un groupe qui est finalement peut-être peu connu quand j'en parle, mais sachez que c'est un énorme groupe. Tu nous parleras un petit peu de ses performances assez impressionnantes sur les dernières années. Merci infiniment d'être là. Tu as fait 17 ans dans cette entreprise, tu es encore dans cette entreprise d'ailleurs. Tu es multipassionnée, surtout autour de l'art, mais tu te passionnes de plein de choses. On a parlé de la lecture, de la cuisine, de plein d'autres choses. Peut-être qu'on parlera de certaines de tes passions pendant ce podcast. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, Lucie. Merci à toi. Bonjour. Parfait. Alors, la première question que je pose à tout le monde, quelle est ta propre définition du leadership ? Alors pour moi, le leader, c'est celui qui doit donner du sens et à travers ce sens qu'il donne, donner envie d'aller, d'atteindre tous ensemble un objectif commun. Ok. La notion de commun, c'est quoi ? C'est toute La notion l'équipe, tout le d'équipe commun. est hyper forte pour moi, c'est-à-dire que le leader, c'est on peut être leader de sa propre équipe, en tant que manager, mais on peut aussi être leader d'un projet. Mais en tout cas, il y a toujours une idée quand même d'amener les autres avec soi et pour atteindre un but commun. Et je pense que Tu veux cette pas... notion de donner du sens et donner l'envie et la motivation, elle est importante, dans le leadership. Justement, ça me permet, tu parles de motivation, ça me permet de te demander quelle est ta propre définition de l'ambition. Alors, pour moi, l'ambition, c'est déjà quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui donne, qui donne la force et les moyens de mettre en place, hem, de mettre en place toutes les actions nécessaires pour atteindre un but et en tout cas, moi, c'est quelque chose que je considère comme une qualité et que je recherche absolument dans les candidats, qui en tout cas, les gens qui rejoignent mon équipe. Heu et je pense que c'est important parce que c'est pas toujours le cas. L'ambition des autres peut faire peur. Mais moi, je pense qu'avoir des gens ambitieux dans son équipe qui vont se donner les moyens, d'atteindre, les buts et de progresser et d'avoir le courage de progresser aussi, c'est important. Et quels sont les critères alors ? Comment tu sais s'ils sont ambitieux ou pas ? C'est quoi ? Ils disent quelque chose, ils te disent déjà quelle est leur ambition dans l'entreprise. Comment est-ce que tu sais s'ils sont ambitieux ou pas ? Je pense que ça se sent assez rapidement, dans ce qu'ils aiment. Moi, j'aime bien parler avec les candidats de ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ont aimé dans leur précédente mission, ce qu'ils ont envie de faire, essayer de trouver un peu quels sont leurs leviers, qu'est-ce qui les motive eux et on voit assez rapidement ceux qui, potentiellement auraient envie de manager rapidement ou de prendre en charge des projets un peu plus grands. En fait, c'est vrai qu'il y a certains types de personnalités qui n'en ont pas forcément envie, hein, qui ont envie de très bien faire ce qu'ils font et plutôt de devenir experts, dans leur domaine. Heu, oui, ça me permet de savoir si on est aligné, en termes de valeurs, là-dessus. C'est marrant. Et justement, dans l'équipe, est-ce que là, si tu vas chercher que des gens ambitieux, comment est-ce que tu gères ? Parce que j'imagine que si tu mets plein de gens ambitieux dans une salle, ça devient un peu compliqué à la fin. Parce que comment est-ce que tu fais pour que le plus ambitieux, tu choisis le plus ambitieux pour gérer le projet ? Enfin, comment tu gères du coup derrière ? Non, alors l'ambition, je vois un peu ça comme un caractère intrapreneur, tu vois? Ouais. C'est quelqu'un qui va décider de prendre les choses en main, d'amener des solutions, tu vois? De pas être passif Ouais. et moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors par contre, le respect et l'esprit d'équipe est une qualité que sont des qualités que je recherche absolument également. Donc ça, je serais prête à me séparer de quelqu'un qui est extrêmement compétent, mais qui n'aurait pas l'esprit d'équipe.
Et en tout cas, ça a toujours très bien fonctionné. Oui, on peut être ambitieux tous ensemble, je confirme. Et c'est Promis, mon mieux, équipe, c'est c'est le mieux, cas. on se tire vers le haut, mutuellement. En général, il y a de la Ouais, place pour tout le monde. Enfin, on n'est pas obligé de convoiter le job de celui d'à côté, tu vois? ouais, Surtout dans le digital et surtout sur une boîte comme Vente Unique où on connaît quand même une très belle croissance chaque année. Donc, il y a vraiment de la place pour grandir. Et le problème, on a plus souvent le problème inverse, en fait, où les jobs grandissent plus vite que la personne. Et il faut vraiment accompagner les collaborateurs pour qu'ils arrivent à tenir le rythme du job et éventuellement à manager relativement tôt, à former une équipe, à prendre d'autres sujets. Tu vois? Donc ouais. c'est Être ouvert en fait à problème l'évolution du poste. de rester hyper agile et curieux et avoir cette capacité, oui, à se former, à progresser rapidement. Tu veux nous donner un petit peu les performances de Vente Unique pour que les gens se rendent compte de la boîte dans laquelle tu es? Ouais, si tu veux, ma Vente Unique, c'est un pure player, c'est le premier, je pense, pure player, de l'ameublement, en Europe, parce il a été lancé on a été lancé en 2006. Donc en 2006, vendre des canapés en ligne, c'était pas du tout, la norme, hein, c'est pas quand j'ai dit à mes parents que j'allais vendre des canapés en ligne, ils étaient un peu circonspects, hein, quand même. Heu, donc maintenant ça semble une évidence, mais ça l'était pas. Et donc on est parti moi quand j'ai rejoint l'entreprise en 2008, on était 15. Donc c'était vraiment la petite start-up, qui démarrait, qui commençait justement à essayer de se faire un nom, sur l'ameublement en ligne. Et puis là, on a ouvert, 11 pays, on a fait, plus de 200 millions d'euros l'année dernière, on est coté en bourse depuis 2018, on est plus de 400 collaborateurs, donc oui, c'est une belle réussite. On a connu des phases d'hypercroissance qui sont pas forcément toujours faciles à gérer non plus, hein. On va pas se plaindre, hein, c'est certainement mieux que la décroissance, mais en tout cas, voilà, pour les équipes et comme c'est ce dont on était en train de parler, ça peut effectivement, être challenging. Merci. Moi, j'avoue que quand tu parles d'hypercroissance, j'ai toujours un peu l'impression que l'hypercroissance, tu as besoin d'avoir la même adaptabilité que quand tu es en crise, que ça bouge tellement vite, que ça soit du coup haut dans l'hypercroissance ou un peu bas quand c'est de la crise, que je me dis, il y a un vrai besoin d'adaptabilité, il y a un vrai besoin de changer la manière dont on va interagir aussi. J'imagine que tu fais pas la même chose quand tu es dans un moment où tu stagnes dans les performances versus un moment où tu es en hypercroissance. Qu'est-ce qui change, toi, dans ta manière de l'idée, dans ta manière d'apporter les choses? Moi, j'aimerais aussi connaître par rapport à l'équipe et par rapport aussi au board. Oui, ce qui change dans l'hypercroissance, c'est que, en fait, la taille de toutes les dimensions, sont en perpétuelle, croissance. Donc, hem, il faut progresser très vite. Donc, s'adapter, se former, rester à l'écoute, de tout le monde aussi, parce que, ça peut créer des difficultés, qu'on n'avait pas vu venir. Donc par rapport à l'équipe, ça nécessite, je pense beaucoup d'accompagnement, justement pour qu'on se dote des moyens, pour, à la fois, oui, on peut pas doubler les équipes, toutes les semaines, donc il faut trouver des des moyens de revoir les process, d'alléger. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire? Comment on priorise? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Enfin, tu vois, des choses, un peu basiques, mais qui nécessitent de se recentrer souvent. Et par rapport à la direction, en fait, c'est pareil, ça nécessite aussi de grandir soi-même et d'acquérir des nouvelles compétences parce que, gérer une équipe de 3 personnes, c'est pas la même chose que gérer une équipe de 70 personnes. Et ouvrir des pays, quand on n'a jamais ouvert de pays, il faut être curieux, il faut essayer de penser à tout, hyper rigoureux, hyper exigeant parce qu'on est en ligne et dans le digital, tout ce qu'on fait se voit immédiatement. Donc on est obligé d'énormément responsabiliser toutes les équipes parce que le chef de produit qui met un produit en ligne, lui aussi, il est confronté à ce souci-là. Tout se voit. Donc cette extrême exigence, à cultiver aussi.
Complètement. Quand tu parles d'exigence, ça résonne aussi beaucoup avec la notion de conformité. Il y a eu là ces dernières années, j'imagine sur les 17 ans où tu as été chez Ventunique, tu as dû en voir beaucoup, de nouvelles réglementations, de nouvelles conformités, de nouveaux, points sur lesquels on a dû, s'assurer qu'on était, conforme, des nouvelles normes. Enfin, il y a énormément de choses sur le digital justement, que ça soit, des normes, juridiques, ou des normes un peu plus applicables sur des plateformes qu'on utilisait et qui ont changé. Il y a quand même beaucoup de changements qui ont été faits. En hypercroissance, est-ce que ces changements-là, ils sont plus durs, du coup, à mettre en place? Ou au contraire, c'est plus facile parce que tu es déjà en train de faire évoluer les choses de manière, entre guillemets, rapide. Et donc, j'ai envie de dire, tu es un peu plus dans du test and learn, donc c'est plus facile de faire évoluer un process. Moi, je dirais que c'est plus facile parce que justement, l'adaptabilité, c'est quelque chose qu'on est obligé de cultiver au quotidien. Bon, de toute façon, de par l'activité digitale, moi, c'est une des choses que j'adore dans le digital, c'est que tout change tout le temps. C'est que je ne sais pas quel sera mon métier, l'année prochaine et tant mieux. Tu vois? Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir réinventer, mais on va devoir réinventer quelque chose et c'est ça qui me plaît. Et donc oui, le fait d'être dans cette agilité permanente, tu vois, d'avoir des équipes de développeurs qui sont, en permanence on est en permanence dans un système de ticketing et d'amélioration, continue. Donc oui, si le sujet qui tombe, c'est RGPD et qu'il faut décaler, d'autres innovations, on va avoir une plus grande facilité à le faire. Justement, tu veux nous raconter, c'est quoi la dernière, grande conformité qui a été un peu challengeante pour tes équipes? Ah ben, en ce moment, tout ce qui touche aux cookies, Ouais, ça je m'étonne pas. va en faire. Et donc on est en permanence en train de chercher des solutions, d'essayer de s'adapter, aux normes, aux interdits, aux autorisations. C'est du test and learn. Vraiment, tu as utilisé cette expression, mais nous, c'est un mantra chez Antionic. Tu vois? Tester, mesurer, améliorer, on dit et c'est vraiment comme ça qu'on procède, tout le temps, quoi. Et donc tout ce qu'on fait et c'est un facilitateur d'innovation énorme parce que tu peux te permettre de tester plein de choses. Si tu sais que tu vas mesurer, de toute façon, OK, c'était pas la bonne décision, c'est pas grave, on va faire autre chose. Tu vois? Et ça, c'est à la fois un facilitateur d'innovation, de prise de décision parce que, bon, quel est l'enjeu? J'ai le droit de me tromper, je change d'avis, je fais autre chose et heu et en plus, c'est hyper intéressant, je trouve. On apprend au quotidien. Ah, il y a la notion de mesure que tu rajoutes, qui je pense est importante. Comment, qu'est-ce que tu utilises toi au quotidien pour mesurer? Peut-être mesurer tes performances, peut-être, justement mesurer ton adaptabilité, ton agilité. C'est quoi les critères, tes KPI à toi, Lucie, au quotidien, en tant que leader? Ouais, alors il y a beaucoup de questions dans ta question. Du coup, tu t'attends pas à ce que je réponde des outils techniques parce qu'au début, quand tu me dis: «Quels sont tes outils?» donc c'est plus, Non, c'était stratégie perso, quoi. ouais. Donc moi, ma stratégie perso, c'est que tous les lundis, je me fixe 3 points qui doivent absolument avancer dans la semaine. Les 3 trucs que je veux absolument qu'ils avancent, sinon j'ai raté ma semaine. OK. Mais ça te permet de te recentrer et je pense que en fait, c'est tellement, un état d'esprit chez moi que je pense que je le fais même un peu inconsciemment tous les matins, tu vois? Et ça permet de te recentrer sur ce qui est vraiment important. Parce qu'on est pollué toute la journée par des alertes, des emails, des sollicitations, des coups de Les fil notifs. et en fait, si je sais pas ce sur quoi je veux avancer, je peux passer ma journée à lire mes mails et à répondre aux questions des gens. Donc je pense que ça, c'est une très bonne pratique et je pense qu'on n'a pas besoin d'être un leader pour faire ça. Je pense qu'il faut tous faire ça Ouais, parce que c'est ça clair. permet, justement déjà de se dire: «Bon, OK, est-ce que, ça s'est bien passé ou pas cette semaine? J'ai réussi, j'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment?» et de se remettre en cause et surtout de faire avancer les points qui comptaient vraiment. Et ça t'arrive d'avoir des semaines où tu as pas fait avancer ces points-là? Bien sûr, ça m'arrive et justement, c'est aussi l'occasion de se dire, ben, là, j'aurais peut-être dû, reprogrammer ce point, j'aurais peut-être dû pas aller à cette réunion, j'aurais peut-être dû, ben, là, j'ai passé trop de temps à discuter de ce sujet, c'était pas l'urgence. Oui, bien sûr, ça m'arrive. Bah, après de moins en moins, je pense qu'avec l'expérience, on apprend aussi. Mais bien sûr, ça arrive et puis ça arrive qu'il y ait une grosse urgence, qui fait qu'on Ça peut pas. chamboule tout.
Et du coup, quels sont tes KPI? C'est quoi tes Key Performance Indicators à toi, Lucie, pour toi, de toi à toi, hein, pas avec la direction, mais de toi à toi, pour savoir quand tu as atteint ce que tu voulais atteindre? Bah, ça va être déjà, ça, tu vois? Si j'atteins, je fais avancer les gros projets. Nous, on a un système chez Vente Unique où on a, une prime trimestrielle. C'est-à-dire que tous les trimestres, ça nous permet de fixer des objectifs trimestriels et tous les trimestres de faire, du feedback sur nos équipes. Et d'avoir du feedback et je dirais que mes KPI, ça va être ça, tu vois? De me dire les objectifs que je m'étais fixés dans le trimestre, est-ce que j'ai réussi à les tenir? Après bien sûr, mes KPI, même si, tu me dis de toi à toi, mais Vente Unique, je vis Vente Unique depuis 17 ans, donc les objectifs de Vente Unique sont mes Ouais, objectifs. Moi, ce que je veux, ouais. c'est que Vente Unique fonctionne. Évidemment, je veux, avoir des bonnes relations avec, tous les autres membres du COMEX et maintenir une communication avec eux, même si on est tous, dans l'urgence, dans le quotidien, avec plein de projets, ben, avoir, absolument pris du temps pour discuter avec chacun, ça c'est important aussi, tu vois? Pas tous les jours, mais en tout cas, très régulièrement. Avoir, atteint les objectifs de chiffre d'affaires, voilà, ça a l'air basique, mais pour moi, c'est mon vrai objectif aussi. Les objectifs de développement qu'on se fixe, voilà, là, on a prévu, d'ouvrir des pays, sur Habitat, on s'est donné des dates, voilà, enfin, j'avoue, les objectifs opérationnels restent, mes objectifs et ceux que j'ai envie d'atteindre et après, bien sûr, oui, que mon équipe aille bien, qu'ils soient performants, qu'ils aient les moyens, d'atteindre leurs objectifs et l'envie de les atteindre. Ça, c'est aussi, quelque chose qui est important pour moi. Et justement, est-ce que ça vient du fait que tu es là depuis longtemps, que tu es dans l'entreprise depuis longtemps, que justement, tu es autant attaché aux objectifs de l'entreprise? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là, dès le début? Il y a 17 ans quand tu es rentrée, quand tu as dit, «Il faut faire X, chiffre d'affaires», tu étais déjà, connectée? Mais oui, je crois que heu, ça a toujours été important pour moi. En fait, au début, quand je suis arrivée, chez Ventuning, donc j'ai fêté mes 26 ans, juste après, tu vois? Et donc j'étais très jeune, je trouve. Heu, J'avais l'impression que c'était un jeu vidéo. C'est-à-dire que moi, je venais du alors j'avais fait tous mes stages dans la banque parce que je suis spécialisée en finance à la base et ensuite j'avais travaillé dans le monde de l'édition. Donc autant dire que c'était très différent, hein. C'était ni le même rythme, ni la même adaptabilité, ni le même, enfin, c'était très Pas différent. le même monde. Là, donc on avait des stats, genre, tous les 3 mois, et là, tout d'un coup, le fait, d'être, un pure player, tout digital, découvrir ce monde du digital où tout est traqué, où je peux tout savoir, où j'ai des tas de chiffres, en fait, des tas de retours pour mesurer ce que je fais et je fais une action, je mets un produit en ligne, hop, je vois s'il se vend pas, je modifie le descriptif, ah, il s'est mieux vendu, je modifie la photo. C'était pour moi, j'avais l'impression que c'était un jeu vidéo, tu sais, les jeux vidéo où tu prends des actions et tu vois, ça a marché, ça a pas marché, ma ville, elle a grandi ou pas et c'était enfin, c'est devenu une passion, en fait et j'ai les premières années, j'avais pas d'enfant, tu vois? J'étais, passionnée, par mon job, il remplissait toute ma vie. Déjà, donc dès le début, en fait, tu avais déjà cette connexion, forte avec le alors, c'est vente unique ou est-ce que c'est le domaine du pure player digital? Non, je pense que c'est le domaine du pure player, mais particulièrement chez Vente Unique où ça a matché avec mes valeurs, tu vois? Ça a matché avec le CEO, Sacha Vigna et cofondateur, qui est encore là aujourd'hui. Il m'a fait une énorme confiance, son mode de management matchait avec ce dont j'avais envie et ce que je pouvais faire et donc oui, j'ai rencontré un vrai mentor aussi, tu vois? Donc comme lui, il personnifie aussi Vente Unique, c'est difficile de dissocier les 2. Il y a une grande bienveillance aussi, chez Vente Unique, tu vois, la convivialité, c'est une des valeurs, hyper importantes. En fait, les 2 valeurs, c'est performance et convivialité. Donc performance, c'est quelque chose dont j'ai besoin, tu vois? J'ai pas envie que mon travail, soit pas performant. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à travailler dans une entreprise qui ne soit pas en croissance ou qui ne gagne pas d'argent. Par exemple, ça m'aurait perturbée, tu vois?
Donc en ça, la performance, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc oui, voir grossir le chiffre d'affaires, c'était quelque chose qui me plaisait, personnellement, et la convivialité, enfin, je me suis immédiatement sentie bien. On m'a laissé proposer plein de choses, on m'a laissé faire plein de choses, et c'est quelque chose qui continue à être valorisé, tu vois? Chaque collaborateur est encouragé à proposer des choses, et si on peut mettre en place ou tester, ben oui, on va le faire. C'est une culture, ouais, qui me correspond bien. C'est intéressant. Là, je trouve que tu relèves 2 points qui sont, très importants dans une entreprise et aussi dans son choix de quelle entreprise, avec laquelle entreprise je vais collaborer, dans quelle entreprise je vais aller, surtout avec la notion de direction. Je pense que c'est encore plus important, quand on est dans les postes de direction qu'au début de sa carrière où, voilà, on est là pour apprendre, on est là pour, savoir justement ce que tu disais. Avant, tu étais en banque, après tu as été chez les éditeurs. Enfin, c'était peut-être des choses qui étaient pas passionnantes pour toi, mais qui t'ont permis d'apprendre des choses sur toi. La première, c'est la notion des valeurs. Tu dis que les 2 valeurs sont complètement en lien avec les tiennes, que ça alimente aussi, plein de choses chez toi. Tu es multipassionné, donc évidemment, cette envie de toujours plus, toujours, aller chercher de la performance, d'être toujours un peu challengé au quotidien. On comprend bien dans dans cette discussion déjà que tu en avais besoin. Et du coup aussi cette notion de convivialité, donc d'aller se questionner d'abord, sur les valeurs de l'entreprise. Et le deuxième point, moi je trouve que c'est quand tu parles de convivialité, ça résonne beaucoup avec le livre, je sais pas si tu l'as lu, le livre de Juliette Funès, la comédie inhumaine, je crois. Ah ouais, Je non, je l'ai remettrai pas dans lu, le mais j'en ai beaucoup entendu parler. Mmh. où il y a une partie, alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord et je dirais pas mon avis, mais en tout cas il y a une partie dans laquelle elle va aller pousser justement davantage à aller chercher du sens plutôt que d'avoir les chief happiness officer, etc. Et dans son livre, moi ce que j'aime retenir, c'est justement ce que tu viens de dire là chez Vente Unique, en tout cas ce que tu ressens, parce que c'est aussi très subjectif, mais cette idée que le sens et ce que tu as apprécié dans la convivialité, etc. C'est pas simplement, il y a un chief happiness officer ou tu m'as pas dit on va faire du volley tous les vendredis. J'en sais peut-être que tu le fais aussi, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas ce que tu ressors et c'est pas ce que tu mets en avant. C'est vraiment que c'est des valeurs et qu'il y a un sens particulier quand tu vas travailler à cette convivialité et à cette envie de performance chez tout le monde. Et je pense que cette unité peut-être que ça revient avec ce que tu as dit au tout début sur les talents et le fait que tu veux chercher des gens qui sont ambitieux parce que justement s'ils sont ambitieux, peut-être qu'ils sont sur cette notion de performance et sur cette notion de convivialité et qu'ils ont envie d'être ambitieux dans un univers dans lequel ils peuvent aller chercher de l'hypercroissance parce que aujourd'hui pure player digital, tu as quand même la capacité d'aller chercher cette performance. Peut-être que dans d'autres secteurs les crises, tout ça sont peut-être plus difficiles. Sur ces 2 points, sur la notion du coup de valeur de l'entreprise et sur cette notion de bien-être parfois peut-être trop, comment est-ce que toi tu te sens en tant que leader? Moi ma question elle va vraiment être sur toi par rapport à ton équipe, ce que tu as envie de dégager avec les valeurs de l'entreprise, parce que c'est indissociable. Quand on est un leader dans une entreprise, on est obligé de faire avec les valeurs actuelles de l'entreprise. Donc en tant que leader, comment est-ce que toi tu partages justement cette convivialité? Comment est-ce que tu le mets en place dans ton équipe? Alors je pense que c'est assez naturel aussi chez moi parce que j'aime cette convivialité, donc je vais forcément avoir tendance à la créer, mais la première chose à faire, c'est de donner des objectifs communs à une équipe. C'est-à-dire que leurs objectifs ne vont jamais être antagonistes ou il va jamais y avoir de friction. Au contraire, comme on a un objectif commun, bah, on a tout intérêt à s'entraider. Donc ça, c'est la première chose, et ensuite, ben, toujours, avoir beaucoup de respect, pour tout le monde. Ça, c'est la base évidemment. Donc on parle beaucoup de bienveillance, c'est le mot à la mode, mais le respect, ça a toujours été déjà la base, et je trouve que c'est ce qu'il faut, et c'est énorme. Heu et ensuite, moi je trouve que la communication, c'est quelque chose de très important. J'encourage beaucoup mon équipe à communiquer, déjà entre eux, avec moi. Le feedback, ça a une valeur incroyable. Je trouve que quand on donne un feedback à quelqu'un, déjà il faut donner du feedback positif, mais on doit aussi donner du feedback, négatif, parce que sinon enfin c'est un cadeau en fait, un feedback négatif, évidemment fait avec tout le respect, nécessaire. Mais c'est un cadeau pour la personne, pour l'aider à progresser, et maintenir cette culture du feedback, cette communication, entre nous, donc pas seulement, top down, mais même, transversalement.
Je pense que ça contribue aussi, à la convivialité. En tout cas, ça aligne tout le monde, heu donc ça permet une fluidité, oui, un alignement, de l'équipe. Je rebondis sur la partie des objectifs. Je pense que là, il y a un point très, très intéressant, pour toutes les personnes qui vont, diriger des équipes, ou même plusieurs équipes. Il y a un point intéressant dans ce que tu dis et on a très souvent entendu, justement des personnes qui vont avoir des variables, par exemple, qui vont être objectivées sur des variables dans lesquelles 2 équipes vont avoir des variables qui vont être, comme tu l'as dit, contraires et qui vont du coup, pas s'aider entre eux et qui vont aller à l'encontre les uns des autres parce que justement l'objectif a mal été, calibré, si on peut dire ça comme ça. Toi, tu as combien de types d'équipes et comment est-ce que tu t'assures que tous les différents objectifs que tu vas proposer sont bien corrélés à au même objectif commun et final dont tu parles? Mmh. Donc moi, aujourd'hui, j'ai, juste 2 types d'équipes, enfin 3 types d'équipes. Une équipe branding, donc c'est plus des chefs de projet, une équipe, studio, créa, donc plus des graphistes, des web designers et directeurs artistiques et l'équipe Habitat, donc qui est en train de relancer la marque Habitat. Et en fait, c'est simple pour prendre des objectifs, communs. Je prends des objectifs, qui sont, par exemple sur Habitat, ça va être tout le monde, quel que soit son job, va avoir dans ses objectifs le chiffre d'affaires, du mois, qu'on doit atteindre. Et parce que quel que soit son rôle dans l'équipe, j'estime qu'il peut avoir une influence sur le chiffre d'affaires. Soit en aidant, son collègue, soit en faisant lui-même des actions qui vont avoir une portée directe sur le chiffre d'affaires. Mais s'il est dans l'équipe, c'est que forcément il peut contribuer au chiffre d'affaires. Ça, c'est Donc un point très intéressant parce que dans ce que tu dis là, c'est de raccourcir en fait le gap qu'il peut y avoir entre certains métiers et le chiffre d'affaires. On dit très souvent sans les sales, sans le commercial, on n'y arrive pas, etc. Moi, je viens du monde du SaaS, donc c'était vraiment quelque chose qui était mis en avant. Tu vois, les sales c'est trop important, les sales c'est trop important. Mais finalement, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a aussi après le sales, c'est aussi hyper important pour le chiffre d'affaires. Et donc là, il y a une notion de je diminue ce gap là, j'arrête de l'alimenter justement ce gap et j'essaye de me dire que chacun a sa part à rajouter dans le chiffre d'affaires. Comment est-ce que c'est perçu dans tes équipes? Comment est-ce que tu fais pour que ça soit, j'ai envie de dire, quotidien? Est-ce que c'est simplement par les objectifs ou est-ce que tu as d'autres petits outils qui te permettent de diminuer ce gap-là et de faire prendre conscience à tout le monde que chacun a un impact, même indirect, sur le chiffre d'affaires? Il faut le verbaliser, je pense, parce que c'est la réalité déjà, tu vois? Même, on pourrait prendre une fonction comme acheteur, tu peux avoir l'impression, qu'il va être très loin, du chiffre d'affaires. Mais en fait, non, c'est quand même lui qui va négocier le produit, donc c'est lui qui va avoir un impact sur la marge. Il va avoir un impact s'il passe pas les bonnes infos au chef de produit pour qu'elle mette la fiche en ligne. Bon, alors on va moins vendre le produit. Enfin, tu vois, vraiment, chacun c'est une très jolie chaîne et chaque maillon est hyper important. Donc je pense qu'il faut vraiment le verbaliser et il faut aider chacun parce que les gens le voient plus ou moins de manière naturelle et il faut aider chacun à réaliser quel rôle il peut avoir et quel rôle très important il a. C'est très intéressant et je suis quand même en train de me questionner en me disant, si j'ai quelqu'un de réfractaire en face de moi et qui me dit oui, mais non, mais moi, mon design, il a pas d'impact sur le chiffre d'affaires, que je le fasse comme ça ou comme ça aura pas d'impact. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui apporterais pour lui dire, mais non, je vois ce que tu veux dire, il y a un gap certes, mais le diminuer. Alors déjà moi je vois toujours cet impact, donc je vais essayer d'argumenter en lui expliquant que, ben, oui évidemment son design, s'il fait plus cliquer, on va avoir plus de gens qui visitent le site. On a à peu près toujours le même taux de transfo, donc voilà, l'impact qu'il peut avoir en augmentant le taux de clic Retour de sur les 10%. stats. Mais à un Data. moment, il faut peut-être pas s'acharner, tu vois? Si la personne ne voit pas les choses et n'est pas alignée en termes de valeurs ou de vision, et peut-être que voilà, elle a raison pour elle-même, hein. Moi, je tiens à convertir personne. Il y a peut-être des gens qui sont pas alignés avec Vente Unique et qui peuvent trouver leur bonheur ailleurs, quoi. Il y a pas non plus de j'ai pas de problème avec ça, tu vois? Je pense que tout le monde ne va pas aimer travailler chez Vente Unique, comme tout le monde ne va pas aimer travailler, à la Société Générale. C'est il faut trouver, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut trouver la place qui te correspond à toi, les valeurs qui te correspondent à toi et tout à l'heure tu parlais de sens
Et je pense que c'est hyper important de dire aussi que le sens, c'est pas uniquement, sauver la planète. Tu peux trouver du sens en étant juste aligné dans les valeurs de ton entreprise et venir travailler tous les matins avec le sourire parce que ton équipe est sympa et ton job, te plaît parce qu'il t'apporte, je sais pas, de la nouveauté, du challenge, ce que tu y recherches. Et ça, c'est du sens. C'est déjà du sens. Tu vois, j'ai parfois l'impression qu'on cherche des sens un peu, incroyables. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai que le sens, c'est quand même souvent, on a l'impression que c'est aussi souvent beaucoup tourné vers l'autre, le sens. Moi, je pense que bien au contraire, le sens, il est tourné vers toi et ce qui, toi, te fait sentir avoir envie de te lever le matin, avoir envie d'être là dans un écosystème. Le sens, c'est pas être tout seul, toi, avec toi-même. Le sens, c'est toujours autour des autres. Et donc, c'est aussi ça. C'est aussi apprécier aller travailler avec une équipe, aller échanger avec des clients, peu importe d'ailleurs. Je voulais revenir sur ton deuxième point dont tu as parlé tout à l'heure autour des feedbacks et de la communication. Pareil, j'aimerais savoir quels sont tes tips, qu'est-ce que toi tu mets en avant pour justement avoir ces feedbacks. Donc tu nous as dit les feedbacks top-down, ok, les feedbacks transverses, ok, mais du coup dans la pratique, comment est-ce que tu impulses ces feedbacks-là? Parce que c'est pas naturel de donner un feedback négatif. Déjà on a très peur de blesser, de pas bien dire les choses, on a aussi peur que la personne le prenne très très mal et que du coup il y a un conflit qui se crée. Donc comment est-ce que toi tu l'alimentes pour que peut-être ça soit moins difficile et que ça soit peut-être créé davantage dans le quotidien, dans les rituels de ton équipe, je sais pas. Exactement. Bah, moi, j'essaie de commencer déjà toutes les réunions avec une question un peu ouverte: «Comment ça va?» Tu vois? Est-ce qu'il y a des choses, qu'on a besoin de se partager? Pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, enfin surtout les réunions one to one évidemment, hein, pas Ouais. de prendre un petit temps pour savoir comment ça va. Parce que c'est important, je pense, et on peut détecter aussi, pas mal de choses, je pense qu'il y a pas mal de mal-être ou de frustration ou de petits, problèmes du quotidien qui peuvent être, déjoués très facilement, si on en parle au bon moment et si on en parle tout de suite. Heu, Également d'être réellement ouverte, au feedback, c'est-à-dire que mon équipe, je pense le sait et le ressent. Ils peuvent vraiment me dire des choses avec, respect évidemment, mais ils peuvent vraiment me remonter des choses et ils savent que je vais le prendre en compte. Enfin, donc c'est une culture, enfin, c'est important aussi de savoir recevoir, le feedback. Ils savent que tu peux leur donner du feedback parce que tu leur as prouvé? Parce que tu leur as montré que tu avais reçu ce feedback-là et que tu as changé? Non, en fait, en tout cas, ils savent qu'ils peuvent m'en donner, parce que je pense que ça doit aller dans les 2 sens. Ils savent qu'ils peuvent m'en donner parce que je les reçois, enfin, je reçois volontiers le feedback aussi, tu vois? Moi, pour moi aussi, c'est un cadeau, un feedback. Également de manière plus pratique, ben, à toutes ces, donc je te disais qu'on fait une prime trimestrielle, donc c'est aussi l'occasion de faire du feedback, de manière formalisée, tous les 3 mois, c'est quand même, voilà, c'est pas quotidien, mais c'est quand même assez régulier. Je relis, et j'accompagne mes managers sur, ce qu'ils comptent, dire à leur équipe. C'est-à-dire que je travaille avec eux, ce discours parfois, quand c'est nécessaire. Heu je les aide justement à le structurer et à faire en sorte que ça soit bien pris, parce qu'il y a vraiment des techniques pour ça et il y a aucun problème, enfin, il y a aucun sujet dont on doit se dire: «Ah non, celui-là, je peux pas en parler». C'est pas possible. On va toujours trouver une solution, que ça passe bien et que ça soit bien reçu. Et également, chez Vente Unique, on met en place des formations, management. Donc on le faisait, initialement, moi je suis une des premières qui en a bénéficié, au tout début quand je suis arrivée, et que j'ai dû reprendre l'équipe marketing produit, et je remercie, grandement Vente Unique là-dessus parce que ça a été vraiment un game changer, pour moi. On faisait cette formation avec, un organisme qui s'appelle Krauthammer et qui faisait, c'est une formation sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. C'est un jour par mois sur plusieurs mois, en groupe, et à l'époque, c'était, donc avec un groupe, avec d'autres entreprises, tu vois? Et on a eu tellement de besoins, de formation, sur ces sujets-là que maintenant on a internalisé la formation. Donc c'est mon formateur de l'époque, Benjamin Boite, qui vient nous faire la formation, dans l'entreprise. Et donc régulièrement, 1 à 2 fois par an, on forme tous les nouveaux managers et managers d'équipe, tu vois? On a 2 niveaux, niveau 1, niveau 2, managers de plus grosses équipes, pour les accompagner là-dedans parce que c'est pas toujours naturel d'être manager, et même pour les gens qui naturellement le font plutôt bien, c'est toujours rassurant d'avoir des tips, et il y a une grosse partie sur le feedback. C'est essentiel,
le feedback. Et Et à tu la tiens fois un savoir point le aussi. réflexe d'en donner, tu vois? Et comment le donner. Bien sûr. Tu tiens un point là sur le fait qu'on n'est pas, c'est pas naturel pour tout le monde. C'est pas parce on est très bon dans ce qu'on fait que la prochaine étape c'est manager et on saura parfaitement bien manager parce qu'on savait très bien faire le taf, très bien, on a les bonnes compétences. Donc oui, tu tiens quelque chose sur le fait que c'est une vraie compétence de manager et aussi que c'est une vraie compétence encore autre de l'idée. Pour moi, manager et l'idée c'est pas la même chose et donc en effet le besoin de formation est nécessaire. Comment est-ce que toi tu t'es formé? Est-ce que tu as senti que tu en avais besoin et donc tu as été demandé, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a été proposé là, comme tu l'as dit, ça faisait partie du coup de Vente Unique, j'imagine. Quels ont été les moments de formation que tu as eu? Ouais. Alors à l'époque, je sais plus si je l'ai demandé ou si on me l'a proposé. Je pense qu'on me l'a proposé, heu et ça a été vraiment, très important pour moi dans le sens où ces tips, ces conseils, vraiment j'y pense, mais encore même aujourd'hui, donc tu vois, 15 ans plus tard, très souvent. Je les méthodes qu'on a mis en place. Hem Et j'ai eu d'autres, temps de formation. Je me souviens plus de ta question. C'était les temps de formation, Oui, comment est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as attendu de recevoir? À quel moment est-ce que tu t'es formé? Ce qui t'a poussé à te former aussi? quand j'ai été donc je pense que c'est Ventunique qui m'a proposé cette formation parce que, effectivement, je devais prendre en charge le management d'une équipe, ce que je n'avais jamais fait, et également, on m'avait demandé de faire du management matriciel avec une personne en Espagne, parce qu'on avait ouvert un bureau en Espagne, donc la personne qui faisait du marketing produit en Espagne, et c'était un peu, j'avais des difficultés, là-dessus, hein, sur le management matriciel à distance. Heu, donc je crois que c'est ça à la base qui a initié, la formation, mais je pense qu'il faut pas attendre d'avoir, des difficultés pour le faire. Je pense vraiment que ça peut aider tout le monde. Et ensuite, j'ai eu dans les grands moments, de formation et qui m'ont transformée, après le Covid, j'avais, bah, le tu vois, l'entreprise avait connu une énorme, accélération encore après le Covid. Tout d'un coup, on se retrouvait 300, j'avais des N-8, je t'avoue qu'il y avait, j'avais un peu une perte de sens pour le coup. Et j'avais du mal à reconnaître l'entreprise. J'étais pas sûre d'y trouver encore ce qui me faisait vibrer au début. Et là, j'ai demandé un coaching, et j'ai fait un coaching avec une coach, formidable, Sophie Castel, qui m'a vraiment permis de me recentrer, de me comprendre, en fait. Et j'encourage tout le monde à faire un coaching parce qu'on ne se connaît jamais assez. Et connaître, ce qui moi, évidemment, je pensais connaître mes leviers de motivation, mais savoir vraiment, ce dont j'avais envie, ce qu'il me fallait à moi pour grandir. Et oui, c'est peut-être pas forcément les mêmes choses que les autres, mais tu vois, identifier ce qui me recharge dans la journée et ce qui décharge mon énergie pour essayer de garder que ça, enfin, et déléguer le reste, c'était vraiment des étapes hyper importantes et très structurantes, pour moi. Oui, c'est donc ouais, dans ce que tu partages, il y a la notion de formation, donc d'aller chercher de la formation quand on en a besoin, mais aussi, quand on se sent bien et que justement on a parfois plus de temps d'ailleurs, et ça c'est un point que je veux relever et que je veux mettre en avant parce que je pense qu'on le dit pas assez. Quand ça va bien, on a aussi parfois plus de temps parce qu'on a réussi à structurer, on a peut-être systémisé, une partie, tu parlais des process et cetera. On a peut-être processé quelque chose et à ce moment-là, on a un peu plus de temps. C'est le meilleur moment pour justement aller chercher à se former sur autre chose, aller chercher à se former sur comment je peux être encore meilleure. Et tu parles aussi du coaching. Je pense que c'est deux choses complètement différentes qu'il faut vraiment bien il faut vraiment bien le dire. Ça ne répond pas aux mêmes besoins. C'est des moments de développement personnel, en fait, où j'ai senti que je m'élevais, tu vois? Mmh. Et c'est la même chose dans l'évolution professionnelle. On a des moments où on va évoluer toute seule et ça va nous apporter plein de choses de manière seule parce que c'est nous qui allons chercher les infos, c'est nous qui allons réfléchir, etc. Et puis il y a des moments où avoir cet œil extérieur, ce questionnement extérieur, nous permet de nous questionner différemment que ce qu'on aurait fait seul. Donc c'est deux points en effet que j'incite les leaders à faire. Tu as parlé d'une problématique, la notion
l'idée manager à distance. Évidemment, j'ai envie de te poser la question sur le télétravail, sur la notion d'hybride, sur en plus dans un pure player, j'imagine que les gens peuvent un peu travailler de partout. Tu me diras si c'est le cas. Comment est-ce que tu manages aussi la notion de convivialité dont tu parlais tout à l'heure à distance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à avoir à distance ou est-ce que c'est quelque chose que tu continues d'alimenter dans les bureaux, dans un espace ensemble? Moi, je trouve que c'est très difficile à maintenir à distance. Déjà pendant le covid, ça m'a fait énormément souffrir de plus du tout, partager cette convivialité avec les équipes parce que même si on a essayé de faire des cafés, c'est pas la même chose, que d'être en vrai. C'est pas du tout la même chose et finalement, on finit par se voir que pour des réunions. Enfin, c'était vrai et je pense que ça a vraiment contribué à ma perte de sens, tu vois? Cette perte de relations humaines «en vrai» entre guillemets. Je trouve que c'est compliqué, je trouve que moi je suis quelqu'un qui de très empathique et j'ai besoin de ressentir les gens et je trouve que, tu sais, quand tu vois les gens dans un bureau, bah, tu vois si ça va pas, si ça va bien. C'est plus difficile à distance quand tu as juste un format, d'une réunion de 30 minutes où de toute façon tu sais ce que tu vas te dire. Tu peux avoir l'air d'aller bien et en fait non et moi j'avoue que j'ai compris à ce moment-là que j'avais besoin de ce contact humain. Je pensais aimer le télétravail avant, parce que j'en faisais avant le covid. Je faisais, du télétravail, et un petit peu et finalement, je me suis aperçue que quand moi j'étais en télétravail toute seule, ça fonctionnait bien, enfin en tout cas pour moi, hein. Mais en tout cas, quand tout le monde s'est mis à faire du télétravail, j'aimais plus du tout et du coup, je n'en fais plus du tout. Heu, j'adore être, au bureau avec les équipes, je trouve qu'on avance mieux, je trouve qu'il se passe plein de choses, non palpables. C'est vrai que faire une réunion en visio, c'est très efficace, surtout si on est 2 ou si tout le monde est en visio, ça marche très bien. Mais il y a plein de choses, que finalement on va pas se raconter, on va pas se dire, on va moins partager et les discussions machine à café, je suis désolée, mais on n'a quand même pas trouvé mieux pour faire circuler l'information. Donc informel et donc j'avoue, je suis moins, fan du télétravail. Je trouve que surtout quand on est dans des bon après non, tu me diras si c'est la crise, il faut être là aussi, hein. Mais je veux dire, on a plein de projets, tu vois? On avance vite, on a l'ambition d'avancer vite et je pense que, ouais, le faire tous en présentiel, c'est mieux. Bon, on a quand même du télétravail qui est autorisé chez Vente Unique, mais j'avoue, je suis de moins en moins fan. C'est mon ressenti et en même temps, c'est parce que j'aime partager des choses avec les gens et je trouve qu'on s'enrichit, plus, les uns les autres quand on est, en présentiel. Tout à fait. Et justement, on parle de télétravail et cetera. Tu as des équipes encore à l'étranger? Non, ça donc là, je te parlais de l'époque où on avait ouvert l'Espagne, donc moi, j'étais pas du tout dans ce projet et au moment où en 2014, au moment où j'ai récupéré, l'international dans mon équipe, parce qu'il y a eu le départ de en fait, on avait pris des country managers et on avait lancé chaque pays un peu en silo. Donc évidemment avec les best practices de la France, mais plutôt, chaque pays se développait, avec son country manager selon ses idées et en fait, on a eu le départ simultané de 2 country managers, enfin des 2 country managers, le Espagne et Allemagne. L'équipe Espagne était en Espagne, mais l'équipe Allemagne, était, déjà à Paris. Donc moi, j'ai proposé de reprendre l'international parce que je voyais toutes les synergies qu'on pouvait faire en ayant une seule équipe parce qu'effectivement, on me demandait d'avoir ce management matriciel, mais il était un peu compliqué et et à partir de là, moi, j'ai rapatrié toutes les équipes à Paris et tous les petit à petit, tu vois, l'Espagne, on peut pas rapatrier les gens qui sont déjà là, mais bon, petit à petit, au fur et à mesure des départs et ensuite, j'ai ouvert tous les pays, depuis Paris, tous les autres pays depuis Paris. Donc on a des équipes extrêmement internationales, ce qui fait partie aussi de la richesse, du quotidien chez Vente Unique et du plaisir de venir travailler au bureau, heu, parce que, on prend, pour chaque pays, on prend des natifs, de la langue, qu'on adresse. Donc heu, donc voilà, j'ai pas compté récemment, mais on avait, 17 nationalités, tu vois? C'est quand même super sympa, et très enrichissant. Et sans avoir du coup cette notion de distance, que vous aviez avant, puisque du coup tout le monde est au même endroit. Mmh. C'est intéressant. Et justement, ça a pris combien de temps pour que, vous preniez cette décision et que ça soit appliqué? Ah bah, tout de suite, moi quand je prends une décision, je
on a lancé le pays suivant, on a recruté des chefs de projet, natifs, à Paris et on a décidé, qu'on allait tout faire depuis Paris. On était 100 en ligne donc encore une fois, vente unique, on réalise pas maintenant, mais en 2006, le digital, le e-commerce, c'était tout petit. Personne n'avait alors, de best practice certainement pas, mais personne ne savait, par quel bout prendre les choses. Moi, c'est ce que j'ai adoré, tu vois? Inventer mon métier au fur et à mesure, qu'il existait. Mais donc ça semblait logique à l'époque, si tu ouvrais en Espagne, d'aller t'installer en Espagne et d'ouvrir des bureaux en Espagne. Donc maintenant, ça semble évident, tu vois, qu'on soit tous à Paris. Mais à l'époque, ça l'était pas du tout. Bah oui. Et déjà, quand Et Sacha avait décidé d'ouvrir l'Allemagne en étant en France, c'était dans l'idée de peut-être, aller en Allemagne après. Enfin, c'était pas si évident pour tout le monde qu'on pouvait tout faire de Paris. puisque tu appliquais en fait ce qui était fait avant. Avant, quand tu lançais un métier, un pays, Tu je veux voulais dire. te lancer en Espagne, il fallait aller en Espagne. Bah oui. J'adore. OK, parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu aussi ton évolution parmi ces 17 ans. Tu nous as parlé bien évidemment de plusieurs points. Moi, je sais qu'il y a une question qui revient très souvent, surtout quand je parle avec des directeurs et des directrices de ressources humaines ou justement du développement des talents, etc. Qu'est-ce qui fait que tu restes et quels sont les atouts justement de rester dans une entreprise. Alors, j'imagine que tu vas me reparler des valeurs, etc. Donc, bien évidemment, on a cette notion tu t'es senti bien dans cette entreprise. Mais si on essaie d'aller un peu plus loin et d'aller creuser un petit peu plus ce qui a fait que tu es vraiment resté, parce que j'imagine qu'il y a d'autres entreprises qui ont Oui, ces oui, valeurs-là. non, mais tu as raison, c'est pas les valeurs, ça suffit pas, hein, ça suffit pour être bien, mais après, ça suffit pas pour rester 17 ans. Oui. Non, je suis restée 17 ans, c'est vraiment, que j'ai, en fait, aucun aucune année, voire même parfois aucun mois n'a ressemblé au précédent. C'est vrai que du fait de cette hypercroissance, du fait du domaine digital où, bon, bah, il faut se réinventer sans cesse. Tous les concurrents sont à un clic, donc on a plutôt intérêt à se réinventer en permanence, sinon, on est vite, dépassé. On peut jamais se reposer sur ses lauriers. Il y a eu tout le temps des nouveaux projets. Moi, je suis arrivée sur le marketing produit. Puis, très rapidement, j'ai pris aussi, en charge l'équipe trafic, et j'ai fusionné les 2, ce qui était hyper novateur à l'époque. J'ai internalisé l'équipe trafic, ce qui se faisait pas du tout, et fusionné avec le marketing produit encore moins. Tous les sujets étaient travaillés en silo. À chaque fois que j'ai proposé, une nouvelle organisation, et il s'est passé la même chose après avec l'international, hein. Je suis vraiment allée le chercher et c'est ce que j'ai envie de dire aussi, puisque tu veux te positionner un peu en conseil, bon, si je peux me permettre de donner un conseil, il faut pas attendre que les choses vous arrivent, hein. Faut pas se dire: «Oh là là, c'est dommage ce poste, moi je le voulais et personne n'a pensé à moi». Non, personne va penser à vous. Les gens ont autre chose à faire. Il faut pas se tromper de prisme. Il faut toujours avoir le prisme, enfin, je pense que si on veut progresser, il faut avoir le prisme de son boss, pas son propre prisme. Il faut comprendre que oui, il est pas en train d'attendre, de chercher la promotion pour vous. Lui, il est en train d'essayer de faire fonctionner un business, il a plein d'autres problèmes, il a plein d'autres choses à gérer. Déjà, il a pas que cette équipe, il en a plein d'autres. Donc il faut se manifester et au pire, le non, on l'a déjà, donc il y a pas vraiment d'enjeu. Voilà. Là, ce que Donc tu dis, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a aller chercher un poste et aussi aller chercher un changement dans ce poste-là qui t'importe. L'international, par exemple, ça faisait que le poste était plus en lien avec toi. Si tu avais dû gérer des équipes partout, ça aurait peut-être pas été en lien avec la Lucie avec qui je parle là. Ça t'aurait peut-être dérangé et finalement, tu serais peut-être partie. Et le fait d'avoir fait cette demande, d'avoir challengé, d'avoir dit on peut le tenter, même si ça se faisait sûrement pas à ce moment-là, on peut le tenter, d'avoir quelqu'un en face qui t'a fait confiance pour le tenter. Je pense que il y a un peu un tout qui vient faire que t'as demandé et le poste certainement, mais aussi le changement oui, d'organisation. exactement. Oui, on m'a laissé aussi, faire, à mon idée. Mais bon, tu vois, toujours, on a tellement, chevillé au corps cette idée de test and learn que on c'est facile à vendre parce que je dis: «Bah oui, mais après tout, si ça marche pas, regarde, tu reprends des country managers, enfin, c'est pas très grave et puis, et on redélocalise, l'équipe». Il y a pas, le risque, enfin, tu vois, c'est facile à vendre. Tu dis: «Le risque, il est pas très grand pour toi».
il est un peu grand pour moi parce que je peux me cramer, je peux me rater, ça peut être un échec important. Mais pour toi, il est pas très grand et finalement, au pire, on va apprendre des choses, tu vois? Ça, c'est un très bon outil pour convaincre. Montrer que le risque de la personne qui prend la décision n'est pas si dingue, parce qu'on a souvent peur du risque quand on veut prendre une décision. Donc, aller montrer sur un plateau à quel point le risque est moindre et qu'il a plus à gagner qu'à perdre, c'est hyper intéressant. Je rebondis juste sur un des mots que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, je me suis toujours réinventée, il y a plein de choses qui ont bougé dans mon poste pendant ces 17 ans. Moi, il y a un point qui me questionne, surtout dans le monde d'un pure player, surtout dans le monde du digital. Tu as évolué de poste en poste, tu as commencé en produit, après tu as encore changé, etc. Tu es toujours resté par contre dans le digital de ce que je comprends. Comment tu t'es assuré de rester connecté avec les besoins consommateurs, avec tu sais, cette information de base avec lesquelles souvent on dit que les leaders sont un peu déconnectés. Très souvent, quand tu écoutes justement les phrases qui sont dites au café, c'est non mais lui, de toute façon, il est dans sa tour et il n'arrive pas à comprendre que les clients, c'est pas ce qu'ils veulent, que les consommateurs, ils veulent pas ça, etc. Comment toi, tu t'assures de te connecter à ça et de pas le perdre tout en restant leader et Dans le exec? digital, c'est hyper facile parce que comme on a accès à toute la donnée, tu vois, on a des enquêtes de satisfaction, on a toutes les données, nous, on a un ERP propriétaire qui est entièrement développé par nos équipes en interne, donc on est tous dessus et on a tous accès aux mêmes informations, que ça soit à tous les niveaux de l'entreprise, donc et on a, vraiment des KPI qu'on suit comme la satisfaction client, c'est notre, KPI, avec le Ouais. chiffre d'affaires. Donc ça, écouter la voix du client, en plus, pour moi, c'est tellement le point de départ de toutes les actions marketing que je pense pas que ça puisse m'arriver de me couper de ça, tu vois? Au contraire, je trouve que plus tu montes, dans la hiérarchie, plus tu dois rappeler à tout le monde, tout le temps: «Attends, oui, mais c'est quoi le message? C'est quoi ta cible? Qu'est-ce que tu es en train de dire? À qui tu t'adresses?» Et c'est au contraire, j'ai l'impression que plus j'évolue, Ouais. plus j'ai ce recul parce que moi, je peux me permettre de penser, aux clients, parce que je suis pas, dans l'opérationnel où parfois on peut, comme on est en train de faire des choses, on peut oublier pourquoi on les fait et mon rôle, c'est de rappeler, à tout le monde et à chacun, pourquoi il les fait pourquoi il fait ces actions justement. Et ça, c'est un point très puissant, je pense, que tu relèves. La notion que c'est le point de départ. C'est pas la finalité. Le consommateur est pas la finalité, c'est pas forcément que le client. C'est la raison pour laquelle on est là, puisqu'on répond à un de ses besoins de base. Merci. On termine sur les 2 dernières questions. J'aurais aimé te parler bien plus. C'est passionnant cet échange. Quel est le pire conseil d'abord qu'on ne t'ait jamais donné? Alors le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, c'était, quand j'étais en stage dans une grande banque. Mon manager m'a dit que je travaillais trop vite et qu'il fallait pas faire ça parce que si je faisais trop de travail, on allait m'en donner plus et là et je te jure véridique. Donc là, je me suis dit que j'étais pas faite pour cet environnement-là. Alors c'était possible, C'est hein, il le était peut-être pas représentatif de la banque, mais je parlais pas à beaucoup d'autres managers. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, j'ai un problème, quoi», tu vois? Je peux pas rester là, parce que, voilà, lui, ça devait l'embêter parce que je lui demandais des nouvelles missions et ça devait pas tu vois? Ça il devait avoir autre chose à faire, hein, certainement. Maintenant, je le vois avec du recul, mais de là à me dire qu'il fallait pas en faire trop parce que sinon on allait m'en donner plus, moi, j'en voulais plus, en fait, donc ton pire conseil, c'est aussi la manière de voir le monde, quoi. C'est là où tu vois que le fait de, enfin, ta manière de voir le monde est complètement différente à sa manière de voir le monde. Et donc, ça implique qu'on n'a pas envie d'être dans les équipes. vraiment dans 2 mondes parallèles, tu vois? Ouais, complètement. Merci. Quel est le meilleur conseil maintenant qu'on ne t'ait jamais donné? Le meilleur conseil, bah, écoute, j'ai envie de t'en donner 2. Le premier, il est plus anecdotique, mais c'est un ami qui m'a dit ça au tout début quand j'ai commencé à manager et j'ai souvent pensé à lui depuis. Il m'a dit: «Le management, c'est pas un concours de popularité» et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête. On n'est pas là pour se faire des amis. Certes, la convivialité, c'est hyper important, mais on peut pas plaire à tout le monde et forcément, on prendra des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde et c'est pas grave. Tant qu'on est, droit dans ses bottes, enfin, on sait pourquoi on les a pris, on sait les expliquer, on les explique, on communique, mais voilà, c'est après, à partir d'un moment, on va pas se rouler par terre.
Pour quelque chose d'un peu plus sérieux, je pense à la formation Krauthammer que j'ai eue, la 1re formation en management, où notre formateur nous a parlé du manager poubelle. Et alors le manager poubelle, c'est celui, qui prend, en fait, tout le monde vient lui demander conseil et il balance des solutions toute la journée et en fait, il il prend les problèmes de tout le monde et il les résout, comme ça et ça devient sa journée et pour illustrer ça, il a même pris une poubelle, tu vois, il l'a posée sur le bureau et franchement, j'ai eu envie de pleurer parce que le manager poubelle, c'est moi je je revois encore Oups. cette poubelle et je me dis: «Mais je suis comme ça, en fait». Les gens viennent me voir toute la journée et même à l'époque, le responsable de la logistique, des achats, parce qu'on était une petite équipe et en fait, moi, je balance des solutions et je m'épuise et je suis pas en train de faire mon travail déjà et en plus, je leur rends pas service parce que comment on rend service à quelqu'un? En l'apprenant à se débrouiller tout seul. Tu vois? Mmh. C'est le management, c'est ça aussi, c'est donner à c'est rendre puissante ton équipe, c'est l'empowerment, tu vois? Moi, je trouve qu'on gagne tous à avoir une équipe puissante et à essayer de les rendre puissants, donc les aider à trouver des solutions par eux-mêmes, les mettre en place par eux-mêmes, donc toujours leur demander de proposer des solutions et ça a été hyper puissant, dans ma manière de gérer au quotidien parce que mais encore maintenant, hein, de temps en temps, je dois me souvenir du manager poubelle et en fait, Tu vois il la doit me poubelle sur la table. trouver une solution, mais peut-être c'est pas la meilleure, tu vois? Peut-être que l'expert, qui a passé, des heures à réfléchir sur le problème, il a certainement une meilleure solution que moi. Sauf qu'il faut que je l'amène à l'exprimer avant d'exprimer la mienne. Hyper puissant cette métaphore. Très puissant et en plus de ça, ça amène une prise de conscience qui reste. On dit souvent que quand on fait une métaphore, l'image reste bien plus et donc l'idée derrière, le concept derrière l'image reste aussi bien plus longtemps. Donc tu prouves ce point avec le manager poubelle. Je peux te décrire la poubelle, d'il y a 15 ans, tu vois? Merci infiniment Lucie, c'était passionnant de t'avoir avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci beaucoup Lucie. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.